En rentrant de la messe, nous rencontrions souvent monsieur Legrandin, qui, retenu à Paris par sa profession d'ingénieur, ne pouvait, en dehors des grandes vacances, venir à sa propriété de Combray que du samedi soir au lundi matin. C'était un de ces hommes qui, en dehors d'une carrière scientifique où ils ont d'ailleurs brillamment réussi, possèdent une culture toute différente, littéraire, artistique, que leur spécialisation professionnelle n'utilise pas et dont profite leur conversation. Plus lettrés que bien des littérateurs, nous ne savions pas à cette époque que M. Legrandin eut une certaine réputation comme écrivain, et nous fûmes très étonnés de voir qu'un musicien célèbre avait composé une mélodie sur des vers de lui. Doué de plus de facilité que bien des peintres, ils s'imaginent que la vie qu'ils mènent n'est pas celle qui leur aurait convenu, et apportent à leurs occupations positives soit une insouciance mêlée de fantaisie, soit une application soutenue et hautaine, méprisante, amère et consciencieuse. Grand, avec une belle tournure, un visage pensif et fin, aux longues moustaches blondes, aux regards bleus et désenchantés, d'une politesse raffinée, causeur comme nous n'en avions jamais entendu, il était, aux yeux de ma famille, qui le citait toujours en exemple, le type de l'homme d'élite, prenant la vie de la façon la plus noble et la plus délicate. Ma grand-mère lui reprochait seulement de parler un peu trop bien, un peu trop comme un livre, et de ne pas avoir dans son langage le naturel qu'il y avait dans ses cravates lavalières toujours flottantes, dans son veston droit, presque d'écolier. Elle s'étonnait aussi des tirades enflammées qu'il entamait souvent contre l'aristocratie, la vie mondaine, le snobisme, certainement le péché auquel pense saint Paul quand il parle du péché pour lequel il n'a pas de rémission. L'ambition mondaine était un sentiment que ma grand-mère était si incapable de ressentir, et presque de comprendre, qu'il lui paraissait bien inutile de mettre tant d'ardeur à la flétrir. De plus, elle ne trouvait pas de très bon goût que M. Legrandin, dont la sœur était mariée près de Balbec avec un gentilhomme bas normand, se livrât à des attaques aussi violentes contre les nobles, allant jusqu'à reprocher à la Révolution de ne pas les avoir tous guillotinés. Salut, ami, nous disait-il, en venant à notre rencontre. Vous êtes heureux d'habiter beaucoup ici. Demain, il faudra que je rentre à Paris, dans ma niche. Oh, ajoutait-il, avec ce sourire doucement ironique et déçu, un peu distrait, qui lui était particulier, certes. Il y a dans ma maison toutes les choses inutiles. Il n'y manque que le nécessaire, un gros morceau de ciel, comme ici. Tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie, petit garçon, ajoutait-il en se tournant vers moi. Vous avez une jolie âme. Une qualité rare, une nature d'artiste. Ne la laissez pas manquer de ce qu'il faut. Quand, à notre retour, ma tante nous faisait demander si madame Goupil était arrivée en retard à la messe, nous étions incapables de la renseigner. En revanche, nous ajoutions à son trouble en lui disant qu'un peintre travaillait dans l'église à copier le vitrail de Gilbert le Mauvais. Françoise, envoyée aussitôt chez l'épicier, était revenue bredouille, par la faute de l'absence de Théodore, à qui sa double profession de chantre ayant une part de l'entretien de l'Église, et de garçon épicier donnait, avec des relations dans tous les mondes, un savoir universel. Ah, soupira ma tante, je voudrais que ce soit l'heure d'Eulalie. Il n'y a vraiment qu'elle qui pourra me dire cela. Eulalie était une fille boiteuse, active et sourde, qui s'était retirée après la mort de Madame de la Bretonnerie, où elle avait été placée depuis son enfance, et qui avait pris, à côté de l'église, une chambre d'où elle descendait tout le temps, soit aux offices, soit, en dehors des offices, dire une petite prière, ou donner un coup de main à Théodore. Le reste du temps, elle allait voir des personnes malades, comme ma tante Léonie, à qui elle racontait ce qui s'était passé à la messe ou au vêpres. Elle ne dédaignait pas d'ajouter quelques casuels à la petite rente que lui servait la famille de ses anciens maîtres, en allant, de temps en temps, visiter le linge du curé ou de quelque autre personnalité marquante du monde clérical de Combray. Elle portait au-dessus d'une mante de drap un petit béguin blanc, presque de religieuse, et une maladie de peau donnait à une partie de ses joues et à son nez recourbé les tons roses vifs de la balsamine. Ces visites étaient la plus grande distraction de ma tante Léonie, qui ne recevait plus guère personne d'autre en dehors de monsieur le curé. Ma tante avait peu à peu évincé tous les autres visiteurs, parce qu'ils avaient le tort, à ses yeux, de rentrer tous dans l'une ou dans l'autre des deux catégories de gens qu'elle détestait. Les uns, les pires, et dont elle s'était débarrassée les premiers, étaient ceux qui lui conseillaient de ne pas s'écouter, et professaient, fût-ce négativement, et en ne la manifestant que par certains silences de désapprobation ou par certains sourires de doute, la doctrine subversive qu'une petite promenade au soleil et un bon beefsteak saignant, quand elle gardait 14 heures sur l'estomac 2 méchantes gorgées d'eau de Vichy, lui feraient plus de bien que son lit et ses médecines.
L'autre catégorie se composait des personnes qui avaient l'air de croire qu'elle était plus gravement malade qu'elle ne le disait. Aussi, ceux qu'elle avait laissés monter, après quelques hésitations, et sur les officieuses instances de Françoise, et qui, au cours de leur visite, avaient montré combien ils étaient indignes de la faveur qu'on leur faisait, en risquant timidement un « Ne croyez-vous pas que si vous vous secouiez un peu, par beau temps ?» ou qui, au contraire, quand elle leur avait dit « Je suis bien bas, c'est la fin, mes pauvres amis », lui avait répondu « Ah, quand on n'a pas la santé, mais vous pouvez durer encore comme ça. » Ceux-là, les uns comme les autres, étaient sûrs de ne plus jamais être reçus. Et si Françoise s'amusait de l'air épouvanté de ma tante, quand, de son lit, elle avait aperçu dans la rue du Saint-Esprit une de ces personnes qui avait l'air de venir chez elle, ou quand elle avait entendu un coup de sonnette, elle riait encore bien plus, et comme d'un bon tour, des ruses toujours victorieuses de ma tante pour arriver à les faire congédier, et de leur mine déconfite en s'en retournant sans l'avoir vue. Et au fond, elle admirait ma maîtresse, sa maîtresse, qu'elle jugeait supérieure à tous ces gens, puisqu'elle ne voulait pas les recevoir. En somme, ma tante exigeait à la fois qu'on l'approuvât dans son régime, et qu'on la plaignît pour ses souffrances, et qu'on la rassurât sur son avenir. C'était à quoi Eulalie excellait. Ma tante pouvait lui dire 20 fois en une minute « C'est la fin, ma pauvre Eulalie ». 20 fois, Eulalie répondait « Connaissant votre maladie comme vous la connaissez, Madame Octave, vous irez à 100 ans », comme me disait hier encore Madame Sazerin. Une des plus fermes croyances d'Eulalie, et que le nombre imposant des démentis apportés par l'expérience n'avait pas suffi à entamer, était que Madame Sazerin s'appelait Madame Sazerin. Je ne demande pas à aller à 100 ans, répondait ma tante, qui ne préférait pas voir assigner à ses jours un terme précis. Et comme Eulalie savait, avec cela comme personne, distraire ma tante sans la fatiguer, ses visites, qui avaient lieu régulièrement tous les dimanches, sauf empêchement inopiné, étaient pour ma tante un plaisir dont la perspective l'entretenait ces jours-là, comme un état agréable d'abord, mais bien vite douloureux comme une faim excessive, pour peu que Eulalie fût en retard. Trop prolongée, cette volupté d'attendre Eulalie tournait au supplice. Ma tante ne cessait de regarder l'heure, bâillait, se sentait des faiblesses. Le coup de sonnette d'Eulalie, s'il arrivait tout à la fin de la journée, quand elle ne l'espérait plus, la faisait presque se trouver mal. En réalité, le dimanche, elle ne pensait qu'à cette visite, et sitôt le déjeuner fini, Françoise avait hâte que nous quittions la salle à manger pour qu'elle pût monter occuper ma tante. Mais, surtout à partir du moment où les beaux jours s'installaient à Combray, il y avait bien longtemps que leur altière de midi, descendue de la tour Saint-Hilaire qu'elle armoiriait de 12 fleurons momentanés de sa couronne sonore, avait retenti autour de notre table, auprès du pain béni venu, lui aussi familièrement, en sortant de l'église, quand nous étions encore assis devant les assiettes des mille et une nuits appesanties par la chaleur et surtout par le repas. Car, au fond permanent d'œufs, de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, qu'elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait, selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce et les politesses des voisins et son propre génie, et si bien que notre menu, comme ces 4 feuilles qu'on sculptait au XIIIe siècle, au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et les épisodes de la vie. Une barbue, parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur. Une dinde, parce qu'elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin. Des cardons à la moelle, parce qu'elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là. Un gigot rôti, parce que le grand air creuse, et qu'il avait bien le temps de descendre d'ici 7 heures. Des épinards pour changer, des abricots parce que c'était encore une rareté, des groseilles parce que dans 15 jours il n'y en aurait plus, des framboises que Swann avait apportées exprès, des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin, après 2 ans qu'il n'en donnait plus, du fromage à la crème, parce que j'aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes, parce qu'elle l'avait commandé la veille, une brioche, parce que c'était notre tour de l'offrir. Mais quand tout cela était fini, composé expressément pour nous, mais dédié plus spécialement à mon père, qui était amateur, une crème au chocolat. Inspiration, attention personnelle de Françoise nous était offerte, fugitive et légère, comme une œuvre de circonstance où elle avait mis tout son talent. Celui qui eût refusé d'en goûter en disant « J'ai fini, je n'ai plus faim », se serait immédiatement ravalé au rang de ces goujats, qui même dans le présent qu'un artiste leur fait d'une de ses œuvres, regardent au poids et à la manière, alors qu'ils n'y valent que l'intention et la signature. Même en laisser une seule goutte dans le plat eût témoigné de la même impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur.